La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Et si manager, c'était s'adapter et expérimenter? Bienvenue sur La Graine Inspirante, le podcast pour les managers par le réseau Germe. Ici, on joue carte sur table avec des témoignages, des idées à tester et surtout une conviction. Le management peut être audacieux et profondément humain. Ça vous dirait de partir en voyage ? Aujourd'hui, nous vous proposons une escale en Guadeloupe, un territoire où nos invités sont nés, d'où ils sont partis et où ils ont voulu revenir. Partir, revenir sur son territoire, avec quoi de plus ? Voici le parcours de 3 managers, Alain, Cindy et Jimmy, une émission en 2 parties enregistrée au fort de Fleur d'Épée à Gosier en Guadeloupe. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Qu'ont en commun les 3 managers que nous recevons aujourd'hui dans La Graine Inspirante ? Ils vivent en Guadeloupe, ils sont managers, ils se transforment avec Germe et ils ont un truc supplémentaire. Ils ont quitté leur territoire et en sont revenus. Par dépit ? Par envie ? Avec quelles intentions et pour quels besoins ? Sont-ils revenus en conquérant ou par la petite porte ? Quel accueil leur a été fait ? Ont-ils reconnu leur territoire et leurs semblables en revenant ? Comment ont-ils adapté leur management et leurs exigences ? Et au final, après avoir déployé leurs ailes, de quels engagements parle leur retour à leurs racines ? Rencontre avec 3 managers passionnants, Alain, Cindy et Jimmy. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonsoir. Bonjour à vous. Bonjour. Alain, c'est l'histoire d'un homme qui a toujours voulu nourrir la population. Oui, toujours voulu. Je me rappelle, je pense que j'avais 14 ans. C'était une superbe chanson là, We Are the World. We Are the World. Voilà. Et les enfants en Afrique qui mouraient de faim. Et je me suis dit, je veux contribuer à ce que ça s'arrête et donc je veux nourrir la population. Il est né en 85 en fait, ton engagement avec We Are the World. Oui, Cindy, c'est l'histoire d'une femme pour laquelle les choses se passent pas comme elles étaient prévues. Non, les choses se passent en fonction de qui je suis, et des opportunités qui se sont présentées et qui ne correspondaient pas forcément à mes rêves. Alors, est-ce que tes envies te suivent aujourd'hui ? Je me donne les moyens. Jimmy, c'est l'histoire d'un homme qui est parti loin de chez lui à la conquête de la crédibilité. Ouais. Oui, ça fait ça, oui. Et alors, t'as eu un syndrome ? Oui, le syndrome de l'imposteur, qui m'a poursuivi longtemps. Et qui a disparu, je pense. Il a disparu totalement. Je pense. Alain est subjugué. Oui, parce que moi, il disparaît pas, malgré les années. Alors Alain, justement, ça ressemble aussi à une autre chanson de Goldman. Il avait 17 ans. Alain, tu as 17 ans quand tu pars dans l'Hexagone pour te former en agronomie. 17 ans, c'est quand même jeune pour partir à plus de 6000 km de chez soi. Oui, je pars faire un cycle court, parce que j'ai 17 ans, j'ai dit que je voulais nourrir la population, mais mes parents disent, ouais, mais t'es sûr que tu veux faire ça? Oui. Alors, fais d'abord un cycle court et après on verra. Donc, je pars pour 2 ans au départ, mais moi, je sais que je vais rester plus longtemps. Tu sais déjà que tu vas rester plus longtemps. Tu te poses beaucoup de questions sur l'avenir du monde, sur la place de l'eau, la valorisation des algues. T'es un peu en avance sur ton temps, hein, la valorisation des algues dans les années Oui. Alors, 90, maintenant, c'est à la mode, mais moi, en 87, quand je décide de partir, je sais que je veux bosser sur la valorisation des milieux aquatiques. Je sais qu'on est une île et je sais qu'on peut produire plus de protéines avec de l'eau que sur Terre. Et donc, je me lance dans l'aquaculture. Ouais. Nancy, Montpellier, un stage au profit du Togo, un choix entre Noirmoutier et le Vietnam. Tu vas choisir. Je me rappellerai toujours de ce jour-là aussi. Hein, à l'époque, j'ai une petite amie. Quand je lui dis, je vais aller en stage 6 mois à Noirmoutier, elle est super contente. Mais avant que je lui dise que j'ai la proposition de Noirmoutier, j'appelle ma mère et je lui dis maman, j'ai une proposition pour partir au Vietnam. Ah ouais, faut que t'y ailles. Quand je pars au Vietnam, c'est la fermeture de l'embargo. Donc on va être les 2 premiers étudiants occidentaux à pouvoir travailler au Vietnam. Et on peut dire que tu vas apprendre l'adaptation là. Ah oui, là, moi j'ai dû m'adapter à la langue, adapter au fait que des fois quand j'allais sur le terrain, il y avait des mamies qui couraient parce qu'elles avaient peur que les Américains reviennent au Vietnam, mais ouais, on a dû s'adapter. Tu veux faire ton service militaire en tant que coopérant en Afrique de l'Ouest et finalement t'es choisi pour partir à Boston pour travailler au consulat. Oui, ça aussi, je reviens du Vietnam, je soutiens... Ça aussi, ça le fait rire. Je soutiens mon DESS et je reçois un courrier du ministère des Affaires étrangères. Monsieur, vous avez été choisi pour être attaché scientifique à Boston.
Et moi, je voulais faire une thèse en Afrique de l'Ouest parce que We Are the World, c'était nourrir l'Afrique, c'était ça l'objectif de ma vie. Et là, j'essaie de partir en Afrique, mais on me dit, vous avez le choix, monsieur. Vous refusez d'aller à Boston, vous faites 2 ans chasseur alpin, voilà. Ouais. Donc finalement, ce sera Boston. Est-ce que la Guadeloupe est toujours dans ton cœur à ce moment-là? Oui. Toutes ces expériences, le but ultime, c'est gagner de l'expérience pour pouvoir rentrer en Guadeloupe et développer le pays. Après les États-Unis, je reviens à Marseille. Je m'occupe du développement export de la première ferme bio en aquaculture d'Europe. Je suis à Marseille et il y a une ONG à Marseille qui me dit on a besoin de ton expérience pour aller au Cambodge, t'occuper d'un projet au Cambodge. Et tu trouves beaucoup de similitudes d'ailleurs avec ton territoire, la Guadeloupe. Oui. Alors, c'est par exemple? Un retour en Asie, mais le Cambodge, c'est comme la Guadeloupe. Je retrouve les fruits, la relation avec les gens. Voilà. Tu t'y sens bien, mais bon, il est temps de rentrer. Ça suffit les voyages? Voilà, Là, ça y est, t'as assez voyagé à ce moment-là? 28 ans, 27 ans, je pense que c'est 28 ans, je me dis, bon, là, il faut que je rentre, donc je rentre en Guadeloupe. Alors, c'est difficile le retour, hein. C'est difficile, et on va en parler. Voilà. Et on va en parler, on va mettre ton récit en pause. Tu deviens, en revenant en Guadeloupe, directeur d'une coopérative de production de canne à sucre. Tu as seulement 28 ans. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va en parler dans quelques instants. Cindy Alain a découvert Nancy en arrivant dans l'Hexagone, et toi, tu découvres, après une prépa physique, chimie, maths, tu découvres Bourges. Exactement. Et il fait froid l'hiver. Hein. Alors, il fait froid, mais surtout, il n'y a pas la mer. Je découvre que j'ai un lien avec la mer, alors que aux Antilles, on va pas forcément à la plage. Et je découvre aussi qu'il n'y a pas le soleil. Et plus que le froid, c'est que c'est gris pendant tout l'hiver. Ouais. Et même s'il fait 10-15 degrés, le gris, ça impacte sur moi. Et je découvre même qu'en été, je dors plus parce que du coup, il fait jour. Et donc voilà, je comprends que mon corps il réagit à beaucoup de choses. Tu te rapproches du management pour envisager de rebondir dans l'aéronautique. Ça, c'est vraiment ton rêve, hein? Oui, alors mon père est guyanais et j'ai eu l'occasion, il m'a accompagné en Guyane pour voir le décollage de la fusée. Et je lui ai dit, papa, je veux faire ça. Et il m'a dit, bon, faut être ingénieur. J'ai dit, ok, je vais faire ça. Et donc, voilà. Donc, mon choix était guidé par ça. Et sauf que les écoles d'ingénieurs de l'époque, c'est la voie royale, c'était super héros. Mais j'avais pas le niveau. Donc, je me suis dit, je vais pas me battre à essayer d'atteindre un niveau d'excellence. Je vais regarder quelle école me permet de retourner dans l'aérospatiale. Et donc, j'ai trouvé Bourges, qui était une école de risk management. Et le risque, c'était bien indiqué. On en trouve partout. Bah oui. Et donc, il y avait des personnes qui travaillaient dans le milieu aéronautique et spatial en ayant fait cette école. Alors, tu souhaites te rapprocher d'un pas de tir de fusée, en Floride en l'occurrence. Ton stage est prévu, sauf que ça se passe pas comme prévu. Les attentats du 11 septembre 2001 avortent le projet et tu te retrouves, c'est moins funky, à Orly. Aéroport de Paris, à analyser des risques pour le coup, mais des risques bagages. Les galeries bagages, oui. Alors, il y a toujours du bon dans tout. Ça m'a rapproché de la Guadeloupe, parce que je voyais tous les copains partir en vacances ou revenir, donc il y a du lien. Et ça m'a fait découvrir le milieu aéroportuaire, qui est aussi très intéressant. En fait, chaque milieu a son intérêt. Tu pars effectuer un volontariat international à Mayotte. Dans l'aéro, la réponse est non. Pas du tout. Pas du tout, ça se passe pas comme prévu. Pas du tout. Donc t'atterris dans le BTP. Exactement. En fait, j'ai découvert en France que j'étais frileuse et donc ça a guidé pas mal de choix. Et donc quand j'ai eu mon diplôme, l'idée c'était de pas rester en France. On m'avait proposé un poste à l'aéroport de Paris, mais je savais pas quand est-ce qu'il allait arriver. Je me suis dit bon, je vais pas rester, l'hiver arrive là, qu'est-ce que je fais? Et donc j'ai trouvé un volontariat international à Mayotte. Idéal. Super. Donc lors de l'entretien, je dis le responsable, il me dit mais vous êtes sûr que vous voulez aller là-bas parce que c'est quand même loin de tout, c'est une île. Je dis je viens d'une île. Oui, mais bon quand même il y a de la chaleur. Oui, bon j'y vais. J'y vais. Ton envie à l'issue de cette expérience qui est géniale en l'occurrence cette expérience parce que tu vas participer à la construction de lycées. Oui, alors je découvre un milieu complètement nouveau, c'est pas du tout l'aérospatial, c'est l'inverse complet. C'est le BTP mais ça a été une expérience géniale parce que c'est des vrais rapports humains.
Et même mes collègues qui ont fait l'aérospatiale, ils sont pas restés parce que la sûreté de fonctionnement, quand vous avez étudié la pièce qui dans 10 ans, quand elle va arriver à Mars, il faut pas qu'elle tombe en panne. Eh ben ils sont dans des milieux aseptisés avec leur blouse à faire des calculs de fonctionnement de risque. Alors que moi, c'était de l'humain, on gère l'humain, on construit des écoles, on fait les réseaux, l'assainissement, la STEP, la station. Et c'était pour Vinci. Vinci, c'est une boîte là-bas. On construisait le territoire en fait. C'est ultra concret. Et ton envie à l'issue de cette expérience, à cet âge-là, c'est de partir à l'international. Exactement. Et où est-ce que tu atterris? En Martinique. Donc finalement, à 2 pas de chez toi. Là, ils me disent, il y a une grue qui vient de tomber en Guadeloupe et on cherche un QSE pour la Guadeloupe. QSE, un responsable qualité, sécurité, environnement, surtout axé sur tout ce qui est sécurité parce que la grue venait de tomber dans l'hôtel pas loin, à Bas-du-Fort. Et est-ce que ça me dit de faire ça? Et comme ça, il me donne quand même le CDI, mais j'aurai l'opportunité, après la mission Martinique, de partir. Je me dis, Martinique, c'est proche de chez moi, en même temps, c'est pas chez moi, donc ça me fait une expérience. C'est un bon compromis. Je rentre dans le groupe, je peux partir après, donc allez, on y va. Ça représente quoi l'international pour toi? C'est un rêve de quoi? C'est la découverte de l'autre. Mais tu peux le découvrir près de chez toi. Oui, j'ai fait les Caraïbes aussi, hein. Oui. Mais l'international, c'est la découverte de l'autre, c'est apprendre la diversité du monde et pouvoir aussi ramener chez soi des bonnes idées, des bonnes pratiques, une ouverture d'esprit. Et ce sera le Maroc. Ce sera le Maroc finalement, peu de temps après. Ça y est, enfin, elle part vraiment à l'étranger. Donc au bout de 6 ans, je fonctionne en mode projet, en mode mission. Quand on me nourrit, je peux tenir. Et au bout de 6 ans en Martinique, donc au bout de 3 ans, j'ai dit que je voulais partir, on m'a nourri. Et au bout de 6 ans, j'ai dit non mais là, si je pars pas, je partirai plus. Je contacte mes anciens patrons qui étaient dans le monde et donc ils me disent, ils m'ont mis en contact avec le QSE, donc le responsable qualité de Vinci Grand Projet, qui était au Qatar et qui me dit, là, je suis un peu occupé, mais je vous rappelle. Et il me rappelle à la fin de la semaine, elle me dit, on cherche quelqu'un au Maroc, est-ce que ça vous intéresse? Je dis, oui. Et voilà. Et donc mon patron, il me dit, tu sais, il faut démissionner de Vinci pour rentrer là où tu vas pour aller au Maroc. Le compromis. Et je lui dis mais comment ça? Il me dit mais en fait c'est la filiale Qatari. Les Qataris c'est pas français donc il faut avoir un contrat Qatari. Et puis finalement le chantier s'arrête et ça ne se passe pas comme prévu. Exactement. Encore une fois, t'es contrainte de partir là cette fois au Qatar pour 3 ans. Au Qatar où c'était pas prévu et je m'étais dit mais si jamais je dois aller au Qatar on sait jamais qu'est-ce que je fais? Je dis j'ai dit à mes parents mais non le chantier va se terminer et après je rentre. Eh ben non, on a été propulsé au Qatar et là je découvre un autre pays où comme on dit on a toujours des a priori. Et le fait d'y être allé, ça m'a fait encore une expérience extraordinaire. C'est pas du tout ce qu'on croit. On a beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce que tu apprends justement au Qatar? Alors, on apprend déjà la diversité. Donc, je me suis retrouvée avec une équipe de 17 nationalités où quand on fait une réunion, on a dit le mot de trop. On sait pas pourquoi, mais il y a rien qui fonctionne. Tout le monde est fâché. Ah oui, le mot de trop, pour le coup, dans la culture, dans 17 cultures différentes. C'est balèze, hein. Le grec, si on n'est pas rentré dans son bureau, lui serrer la main, lui dire comment ça va, il est fâché. Mon assistante qui était algérienne, comme les Français ils disent tout le temps merde, elle est choquée. Et donc voilà, et tout le monde dans la même salle, parce que moi, avec mes méthodes de management, je voulais faire des réunions et tout ça. Et on se retrouve, où est le nœud? Ou si je veux avoir ma réunion, où est le nœud? Comment tu le vis ça? Ça veut dire que t'arrives tendu lors des réunions? Alors non, parce que la chance qu'on a quand on intègre un grand groupe comme ça, c'est qu'on est quand même accompagné. Donc on a eu des formations, notamment les formations manager la diversité, de management de l'humain, etc. Donc on teste les techniques et vu que là on est dans une diversité réelle, ça fonctionne. Et au bout de 3 ans, après un passage par Paris, retour en Guadeloupe. Exact. Et là, c'est le choc. On en parle dans quelques instants après avoir évoqué le parcours de Jimmy. Jimmy, une fois le bac encadré dans la salle à manger familiale, tu pars à Paris, tenter STAPS, donc études de sport, puis une spécialité en marketing. On est en 2001, c'est l'époque des emplois jeunes et après cette expérience, tu deviens commercial chez un grossiste en informatique et tu découvres le métier d'acheteur en grande distribution. Ouais, tout à fait, métier que j'avais jamais entendu parler. Un métier où je trouvais que les interlocuteurs avaient quand même une vision, on va dire 360 dans l'entreprise parce que il fallait acheter les bons produits au bon moment, négocier avec les fournisseurs pour faire des opérations, voilà. Donc je trouvais que c'était un métier qui était riche, qui était passionnant et qui m'a plu en fait. Et qui t'a plu, et alors tu reprends tes études pour un master de commerce et achat international et là tu pars au Club Med. C'est vrai? Alors dans le cadre de ce master, oui, il fallait que je fasse un séjour, une immersion à l'étranger, et puis oui, j'étais parti au Club Med, mais c'était au bureau. Club Med avait des agences un petit peu partout dans le monde, et j'étais dans le bureau de Londres qui s'occupait en fait de la relation avec
pour Club Med avec les agences de voyage, en fait vendre la destination, enfin les destinations du Club Med à la région UK et Scandinavie. Et tu deviens chef de produit à Paris pour une entreprise britannique. Et ce qui te plaît, c'est les contacts multiculturels. Et là, tu engranges. Voilà, c'est vraiment le mot-clé de cette époque-là. Oui, parce que j'engrange plein de choses. De l'argent, des compétences, un plan de carrière. Un grand groupe international anglais, apprendre une autre culture, voir d'autres façons de travailler. Voir aussi une entreprise anglaise qui arrête complètement son activité sur le territoire français du jour au lendemain, à la veille de l'arrivée de mon premier. Donc voilà. Ton premier enfant. Ouais, voilà. J'ai engrangé pas mal de choses. Oui, t'as engrangé pas mal de surprises aussi. Voilà. Tu t'épanouis et tu penses plus trop à la Guadeloupe jusqu'au jour en 2012 où tu perds une personne proche. Et là, tu te rends compte que il est temps de revenir auprès des tiens, pile au moment où en fait tu commençais à te sentir chez toi. Parce qu'avant, t'étais en déplacement. Avant, il y avait, avant le boulot, ça se passait bien, on progresse, on apprend des choses, on voyage, je m'installe avec ma compagne, on a le premier qui est arrivé, on achète, la Guadeloupe c'est bien, on y va en vacances, on revient, et puis, en janvier 2012, ma compagne apprend le décès de sa mère, et puis là, ça fait électrochoc dans ma tête, dans sa tête, et puis on se dit il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer. Comment tu définis ces 18 ans passés loin de ton berceau? Je veux dire, j'ai engrangé de l'expérience. Je me suis construit en tant qu'homme, puisque je suis parti pour les études, j'ai commencé à travailler, je suis devenu adulte là, je suis devenu adulte et t'es devenu je suis devenu je pense que je suis actuellement crédible. Oui, parce que j'ai engrangé de la crédibilité, j'ai engrangé de l'expérience, voilà tout ça. Tu courais après quelle légitimité? Devenir quelqu'un, je sais pas comment dire ça, être rendre fier les parents, rendre fier les investissements qu'ils ont fait parce que quand je suis parti faire les études, j'ai 2 petites sœurs, donc des fois il fallait investir plus sur moi que sur elle qui était encore en Guadeloupe. Courir après ça, peut-être. Rendre aussi. Est-ce que vous faites un lien tous les trois entre distance et crédibilité? Et si oui, lequel? Distance et crédibilité. Ouais. Oui, intérieurement, le fait d'être parti, ça nous donne un peu plus de confiance. On a vu que nos méthodes pouvaient marcher dans le multiculturalisme. Moi, j'étais au Vietnam, aux États-Unis ou au Cambodge. Les gens, j'arrivais à transmettre quelque chose, j'arrivais à travailler avec les gens. Donc, tu vois que qu'il y a quelque chose, quoi. C'est pas seulement la langue qui fait que tu réussis. Et donc, oui, ça te donne de la confiance. La distance te donne si tu parles de distance en tant que avoir des expériences à l'étranger, ça te donne de la confiance pour revenir chez toi. Cindy? Alors moi, j'aurais plus dit, ça crée de l'agilité. Mais la crédibilité, c'est quand on revient, il faut encore la gagner. Hein. C'est pas forcément inné. Hein. Et on va en parler très rapidement. Pour l'instant, je me tourne vers le public. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience de travailler loin de votre territoire? Quel regard vous portiez à cette époque-là sur votre territoire durant la période durant laquelle vous étiez éloigné? Carole? Oui, j'ai eu une expérience en dehors de mon territoire. Je suis partie en Guyane. Chercher de nouvelles expériences. C'est vrai que on découvre d'autres cultures, même si c'est la Guyane, on pourrait se dire, donc c'est d'autres cultures, et ça challenge effectivement les principes qu'on a, par exemple, les méthodes de management que l'on peut avoir, mais c'est le rapport à l'autre, le rapport à l'autre, des pratiques qu'on pourrait avoir. On parlait parfois de comment on s'adresse à l'autre spontanément ou pas. L'attention qu'on peut avoir envers l'autre, et puis être à l'écoute des pratiques et des cultures, des méthodes qu'ils ont suivant leur histoire et leur façon de fonctionner. Joël? Oui, moi j'ai une expérience à la fois en métropole et en début de carrière en Côte d'Ivoire. L'électrochoc que j'ai eu, c'est le besoin des collaborateurs, des salariés d'avoir forcément la parole du chef. C'est-à-dire que quand on délègue au sein de son équipe, on peut mettre très mal à l'aise et très en difficulté celui à qui on délègue une tâche, surtout si c'est des responsabilités qui peuvent être importantes sur un projet.
Parce qu'on a, dans notre culture, je pense, besoin de rapport direct avec le chef. Et on le voit à la fois dans le dialogue social, à la fois ici pour un DRH de s'imposer, pour mener des négociations de manière autonome, de présider un CSE de manière autonome, homme ou femme. Il faut vraiment se battre pour gagner sa légitimité et cette reconnaissance des autres. Et ben, je te remercie, Joël, de planter une graine dans la discussion. Cindy, on t'a laissé sur un choc. Tu reviens en Guadeloupe et là, on te dit. Et là, on me dit, tu es venu prendre ma place. Ah oui, carrément. Oui, on me dit. Sympa comme accueil. Oui, sympa. Je comprends que il y a un historique que je ne connais pas, mais que je vais subir. Parce que j'ai le poste de manager que d'autres ont rêvé, que voilà. Comme je fais du QSE, donc de la performance, donc du changement, donc quand je vais voir les gens pour parler des problématiques, de quoi tu te mêles? T'es qui toi? Qu'est-ce que tu viens chercher? Donc beaucoup de frottements, beaucoup de choses comme ça. Et on m'a même dit rail chien, dit d'un rail blanc. En gros, t'es compétente, mais je t'aime pas quand même. Bon, en même temps, t'es pas venu là pour qu'on t'aime, mais c'est quand même mieux. Mais voilà, c'est quand même mieux pour travailler, c'est quand même mieux. Ouais. Et du coup, ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort. Donc, je suis allée chercher d'autres outils, parce que même les outils que j'avais, pour moi, ils n'étaient pas suffisants. Et j'ai eu l'occasion de faire une formation au sein de mon entreprise sur la gestion du changement. Et là, je prends conscience que c'est une création de poste. Donc, c'est un changement dans l'entreprise. Donc, il y a la courbe du changement pour la création de poste. Que je ramène du QSE, qualité, sécurité, environnement. C'est des nouvelles notions dans l'entreprise. Donc, c'est un changement. Donc, il y a la courbe du changement sur la qualité, sur la sécurité, sur l'environnement. Et que moi, je viens d'ailleurs. Donc, je fonctionne pas comme tout le monde, je pense pas comme tout le monde et que je suis un changement. Donc triple peine. Triple peine. Et donc, la courbe du changement, elle a été compliquée. Sacrément sévère. C'est un sujet commun d'ailleurs à vous trois, l'accueil difficile au retour à des degrés différents. Jimmy, lors de tensions avec des clients, on demande à voir le patron, sous-entendant que tu peux pas l'être à leurs yeux. Oui, je veux voir le vrai patron. Je veux parler au vrai patron. Le vrai patron. Ouais. Oui, monsieur le directeur du magasin. Non, mais je veux parler au vrai patron. Ouais. Et ça, quand on entend ça les premières fois, on se dit mince, j'ai un truc que j'ai loupé, on se remet en question. D'où le syndrome de l'imposteur. On se dit finalement j'ai pas la légitimité d'être là, finalement j'ai pas la posture, finalement j'ai pas le savoir-faire. Ouais, tu craignais la peur de la légitimité et c'est ce qui t'arrive quand tu reviens ici en Guadeloupe. Exactement. Il m'a fallu apprendre à vivre en Guadeloupe en tant qu'adulte et travailler en Guadeloupe parce que je suis parti après le bac. Je suis resté 19 ans là-bas, je reviens, donc j'ai construit ma vie d'homme en dehors de la Guadeloupe, donc je reviens, donc il faut apprendre ou plutôt que réapprendre les codes, apprendre les codes de notre société, Par exemple, le matin, si on passe dire bonjour et qu'on loupe une personne, la personne qui n'a pas dit bonjour, elle va faire en sorte que la journée va pas bien se passer. Et alors que on lui a pas dit bonjour parce qu'on n'a pas envie. Ouais, voilà. C'est pas parce que j'avais pas envie de te dire bonjour, c'est parce que, voilà. Cindy? Juste, on se rend compte que manager la diversité quand elle est visible, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur, qu'on voit bien qu'ils sont différents de nous, c'est finalement plus simple que quand on revient et que du coup là on a l'impression qu'on est pareil et en fait non, parce que nous on est différents et il faut réappliquer les codes de management de la diversité sur nos propres pairs. Bah oui. T'es devenu un petit peu froid, Alain. Voilà ce qu'on te renvoie. Voilà ce qu'on te renvoie. T'as 28 ans. Tu reviens en Guadeloupe, il y a pas de place en aquaculture. Tu deviens directeur d'une coopérative de production de canne à sucre. Et on te perçoit évidemment comme jeune, comme inexpérimenté. Et n'étant plus guadeloupéen, ça va loin, y compris de la part de certains proches. Ouais, même dans la famille, c'est la relation à l'autre, elle est différente. Et la première expérience, c'est la première réunion de travail que j'ai avec mon équipe. Je comprends pas comment les administrateurs t'ont choisi parce que t'es le seul qui nous a pas dit bonjour le jour de l'entretien. T'as pas souri, les autres ils souriaient, ils nous ont souri, mais toi t'as t'étais fermé. Et comment ils ont fait pour te choisir? En plus, c'est pas ta spécialité la canne, quoi. Voilà. Wow. Donc, comment tu réagis? Ça prend du temps. Je réagis qu'il va falloir que je m'adapte et que, comme a dit Cindy, que le bonjour avec un sourire et comment ça va, c'est important. Alors que
oui, peut-être que je l'avais oublié après 11 ans. Et puis alors surtout, tu te réfugiais derrière une espèce de carapace, voilà, parce que tu cherchais à montrer justement ta crédibilité, ton expérience. Voilà, j'ai 28 ans et eux, en moyenne, ils ont entre 3 et 7 ans de plus que moi. Et donc, moi, je me dis, ouais, si j'arrive en cool, avec un grand sourire, ils vont pas me prendre au sérieux. Donc, je viens avec une carapace, la mine grave. Et voilà. Et on te reproche finalement ta stratégie en quelque sorte relationnelle. Qu'est-ce que tu fais donc à ce moment-là et comment est-ce que tu deviens manager? J'ai commencé par aller sur le terrain avec eux, montrer que moi aussi je pouvais faire comme eux. Je les ai accompagnés sur le terrain, on avait beaucoup de réunions d'animation, je les faisais tous. Je comptais pas mes heures, l'exemplarité, la rigueur et changer un peu leur vie, quoi. Changer leur vie. Oui, carrément. Changer leur vie. Oui. L'idée, mon idée, elle existe toujours, hein, c'est quand un salarié vient le matin, quand il part le soir, il faut qu'il parte avec le sourire, il faut pas qu'il rentre chez lui avec les problèmes qu'il y a au bureau. Et donc, j'essaie de créer cette atmosphère pour que quand il rentre chez eux, il soit bien. Bon, finalement, sur le sourire, ils avaient raison. Peut-être pas. Je sais pas. Cindy, tu le dis tout à l'heure, tu as du mal à te faire accepter et tu le disais, plus difficile parfois de manager avec ses semblables qu'avec des personnes de la diversité. Et au bout d'un moment, ça épuise. Hein. Oui, ça épuise, ouais. Ça épuise, mais en fait, il faut qu'on... Enfin, moi, je me suis positionnée sur qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux rentrer chez moi ou est-ce que je veux, voilà. Et je voulais rentrer chez moi. Donc, ça veut dire accepter la difficulté, accepter ce challenge de faire avec mes pairs. Et donc, même si ça épuise, se ressourcer avec la famille, les amis, la nature. Et partie internationale aussi, c'est comprendre la richesse de notre pays. Moi, j'ai encore trouvé dans tous les pays que j'ai fait, j'en ai déjà fait quelques-uns, aucun qui remplacera ma Guadeloupe. Jimmy revient en Guadeloupe plus légitime. Mais est-ce que son pari est gagné pour autant? Cindy, elle, traverse une phase d'épuisement après avoir bataillé pour se faire accepter par ses semblables. Alors comment parviendra-t-elle à se régénérer? Alain est partagé entre son besoin d'affirmer ses capacités managériales, malgré son jeune âge, et son envie de considérer chaque personne sur un pied d'égalité. Comment vont-ils partager leurs valeurs à leurs équipes? Comment leur engagement pour leur territoire va-t-il se traduire? Pour le savoir, rendez-vous dans le 2e épisode de notre voyage en Guadeloupe. À très bientôt dans La Graine Inspirante. La Graine Inspirante, un podcast du réseau Germe.